Bonjour à tous, vous m'entendez Bonjour. bien? Bonjour. Parfait. Voilà, et logiquement, on devrait avoir partagé l'écran, si c'est bon pour vous. Alors, bonjour, merci Monsieur Castera, merci Cécilia Maître, donc qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais que j'avais eu, qui m'avait invité à vous rejoindre pour cette matinée. En voisin, puisque moi je suis du côté Occitanie. Voilà, mais pour partager un levier de dénormalisation du tabac auprès des jeunes, des générations futures, qui est l'écologie. Alors, juste en 30 secondes, je voudrais d'abord vous présenter mes excuses, parce que malgré un calendrier vaccinal parfaitement à jour, je suis un peu fiévreux, et donc j'ai un peu la bradie psyché qui va avec. Donc, si l'éloquence n'est pas optimale, je vous prie de m'en excuser. Alors, ça fait partie des objectifs prioritaires qui ont été énoncés, hein, l'action auprès des jeunes. On sait que parfois les jeunes sont moins réceptifs aux messages de prévention sanitaire que les populations un peu plus avancées sur le chemin de la vie. Par contre, on est dans un contexte social où les générations futures embrassent, et elles ont raison de le faire, le problème de la perte de la biodiversité, du réchauffement climatique. Et je crois que le levier écologique est un levier qu'on sous-utilise certainement pour éviter aux jeunes de rentrer dans le piège de l'industrie du tabac. Donc, je vais partager avec vous quelques éléments qui, je l'espère, pourront inspirer chacune dans ses actions au quotidien. Donc, je coordonne un programme d'éducation thérapeutique en région Occitanie qui est entièrement dédié au sevrage tabagique, c'est-à-dire qui est dédié sur le patient fumeur, quelle que soit la pathologie chronique qui est causée ou aggravée par cette maladie. Et je suis aussi membre du réseau régional de santé respiratoire partenaire en Occitanie. Donc, quand on évoque l'impact environnemental du tabac, la première chose qui vient en tête en général, c'est le mégot. Et c'est vrai que le mégot est un problème de poids, sans mauvais jeu de mots, puisque dans le monde, c'est 8 millions de mégots qui sont jetés chaque minute, 4300 milliards de mégots chaque année. Dans notre pays, c'est 30 milliards de mégots qui sont jetés chaque année, ce qui représente entre 20 et 25 000 tonnes de déchets. Donc, c'est quand même pas rien, même si chaque mégot est assez petit individuellement. Au final, ça fait quand même une masse importante. Le mégot est jeté généralement sur la voie publique. Il va être emporté avec les eaux de pluie. Il a toutes les chances de rejoindre les voies d'eau, les mers et les océans. Il faut rappeler qu'en termes de quantité en nombre, le mégot est le principal déchet qui est retrouvé dans l'environnement, qu'il s'agisse des rivières, des lacs, des plages ou des fonds marins, puisque les mégots de cigarettes représentent 40% de tous les déchets retrouvés dans la mer Méditerranée. Le mégot est essentiellement constitué du filtre de cigarette, ce filtre qui est composé de fibres d'acétate de cellulose, qui est la même matière plastique que celle avec laquelle on fabrique les stylos ou les montures de lunettes. Matière plastique qui est traitée avec du dioxyde de titane, puis compactée avec de la triacétine. Et cette matière plastique va mettre plus de 10 ans à se biodégrader, alors pas vraiment se biodégrader, se dégrader en microparticules plastiques dans l'environnement. Une des solutions que je mets entre guillemets proposées par l'industrie repose sur des filtres qui ne sont pas en acétate de cellulose, mais qui sont constitués de polymères biodégradables, donc essentiellement pour les cigarettes à rouler. Alors, ces filtres, s'ils présentent l'avantage effectivement de ne pas représenter ensuite un impact écologique sur le plan du plastique déversé dans l'environnement, il faut quand même être très clair sur le message. Ces filtres ne sont écologiques et biodégradables que si vous ouvrez le sachet plastique, qui lui ne l'est pas d'ailleurs, et que vous le jetez par terre tout de suite, sans l'utiliser. Puisqu'à partir du moment où vous roulez une cigarette, fût-elle avec du 100% de tabac bio, le processus de la combustion, et ça c'est vrai quel que soit la substance carbonée qui va brûler, hein, que ce soit du tabac, du cannabis, de la verveine, du tilleul ou de la menthe, va produire des hydrocarbures polycycliques qu'on va retrouver encrassés dans le filtre et qui vont ensuite être lessivés par les eaux de pluie et contaminer les milieux. L'autre substance qui va contaminer les milieux avec ce filtre, c'est la nicotine. Alors, si la nicotine est un petit peu le cadet de nos soucis chez le fumeur qui est exposé à des substances beaucoup plus toxiques à travers les goudrons, les particules fines, le monoxyde de carbone, par contre, les quantités phénoménales de nicotine qui sont libérées dans l'environnement par ces mégots vont également avoir un impact dévastateur, notamment sur l'entomofaune, les insectes. Et vous connaissez tous la problématique des pesticides néonicotinoïdes chez les abeilles mellifères, sachant que ces substances ont la propriété, un peu comme chez l'homme, de se fixer sur les récepteurs acétylcholinergiques. Et autant chez l'homme, ça va impacter les capacités de gestion des émotions, de mémorisation, d'attention, de concentration. Chez la butineuse, ça va impacter ses capacités d'orientation,
avec un effet catastrophique, et que la butineuse ne va pas retrouver la ruche. On va retrouver ainsi un effondrement des populations d'abeilles dans les ruches, c'est ce qu'on appelle le syndrome d'effondrement des colonies. Donc les quantités de nicotine reversées dans l'environnement sont par contre très importantes, et au final, un seul mégot va polluer jusqu'à 500 litres d'eau, tuant la moitié des espèces exposées en seulement 96 heures. Donc ces mégots constituent vraiment un problème en termes de biodiversité très, très, très important. Alors, quelle solution on peut envisager? Si on était un petit peu autoritaire, on pourrait dire ben, il n'y a qu'à faire appliquer la loi, hein, puisque légalement, il est interdit de jeter un mégot sur la voie publique. Bon, vous savez qu'on est dans un pays où il y a beaucoup de lois. L'application, c'est une autre chose. On l'a connu avec les lois Veil, les lois Evin. De manière un petit peu plus incitative, un peu plus pédagogique, on pourrait encourager la mise en place de cendriers dits votants qui permettent voilà, de jeter les mégots et de les collecter, de les récupérer plus facilement. Donc, je suppose qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est comme chez nous. On dit évidemment chocolatine, absolument pas pain au chocolat. La discussion va en rester là. Autre possibilité, c'est aussi d'appliquer les recommandations de la Convention cadre de lutte contre le tabac qui encourage les messages sanitaires et les images chocs sur les paquets de cigarettes. Pourquoi pas décliner ces directives du domaine sanitaire au domaine environnemental, écologique, pour que le client, le consommateur de produits tabac ait une information sur l'impact écologique de la consommation du produit qu'il vient d'acheter. Vous savez que depuis le début de l'année se met en place une filière dite pollueur-payeur, hein, c'est la responsabilité élargie des producteurs qui s'applique maintenant aux industriels du tabac pour les mégots, puisque jusqu'à récemment, le coût pour les collectivités du ramassage de mégots était voilà, sur les épaules des collectivités, c'est-à-dire les impôts locaux de chacun, hein, qu'on soit fumeur, non-fumeur, ex-fumeur. On peut regretter peut-être que la commission qui est chargée de l'application de cette loi intègre les industriels du tabac eux-mêmes. C'est une autre problématique. Avant la mise en application de cette loi, il y avait un état des lieux qui avait été fait par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, qui avait mis en évidence des initiatives de collecte et alors non pas de recyclage, parce qu'on ne recycle pas un mégot pour faire un mégot, mais de valorisation des mégots. Alors, bien sûr, tout ça va dans le bon sens, mais il apparaît clairement que le problème, c'est le volume de mégots, et que même si ces entreprises doivent être certainement soutenues, elles ne répondent pas à la problématique au niveau national ou régional. Le meilleur déchet, ça reste celui que l'on ne produit pas. Or, on l'a dit, le mégot est essentiellement constitué du filtre de cigarette, ce filtre qui avait été présenté par l'industrie comme un moyen de réduire les risques. Et si on regarde les publicités de l'époque, voilà, avec Gauloise, filtre égale pureté, voilà, le petit ange en train de fumer sans aucun risque. Aujourd'hui, avec le recul, on sait que le filtre est une supercherie marketing de l'industrie du tabac, que le filtre, au lieu de réduire le risque cancérigène, permet à la fumée d'être inhalée plus profondément et s'avère encore plus cancérigène. Donc, le seul impact en termes de santé publique du filtre a été d'augmenter le recrutement des fumeuses et donc d'augmenter avec lui l'inhalation plus profonde de la fumée et le risque d'adénocarcinome du poumon, qui est aujourd'hui devenu le cancer du poumon le plus fréquent rencontré en pratique, notamment chez la fumeuse. Donc, on devrait, au vu des données acquises de la science et de l'histoire, pour des raisons de santé publique et pour des raisons environnementales et écologiques, réclamer l'interdiction du filtre. Alors, ces cigarettes combustibles sont un petit peu, peut-être, si on voit le verre à moitié plein, sur le déclin, puisque l'industrie du tabac est en train de changer. Elle n'a de cesse de nous le répéter. On va pouvoir s'appuyer sur elle hein, comme un partenaire responsable. Et que ce soit Philip Morris, qui est présent dans les colloques sur le développement durable, que ce soit Japan Tobacco International, Bâtir un avenir meilleur, que ce soit BAT, tous vont nous aider nous, société civile, à bâtir un avenir meilleur, voilà, plus écologique, plus respectueux de la nature, plus juste pour les hommes. Alors, j'ironiserai pas sur le fait qu'il est plus facile de dire qu'on est en train de changer que d'honorer ses promesses, puisque je rappelle qu'en 1954, Philip Morris s'engageait à cesser toute activité le lendemain même s'il était démontré que les cigarettes nuisaient à la santé. Promesse qui a été répétée pendant des décennies. Encore en 97, le PDG de Philip Morris, à la question « Que ferez-vous de vos usines si les scientifiques prouvent que les cigarettes causent des cancers ?» il avait répondu « Je les fermerai instantanément ». Donc, on ne reviendra pas là-dessus. L'industrie, c'est fini. Ce n'est plus une industrie qui est basée sur le mensonge, la tromperie, la duperie. Ce sont des entreprises qui ont muté, qui sont en plein changement, qui sont devenues responsables et qui vont nous aider à bâtir un avenir meilleur. Et ça passe par ces nouveaux produits du tabac à risque réduit, dont le principe commun est de chauffer le tabac avec un système électrique qui rappelle celui utilisé par les cigarettes électroniques pour chauffer le tabac, mais pas le brûler. Alors,
juste pour replacer, hein, on est bien d'accord que l'industrie du tabac n'a pas changé d'un iota. L'industrie du tabac n'a jamais vendu des cigarettes. La cigarette n'a jamais été le produit. La cigarette, c'est l'emballage. Le produit, c'est la nicotine. Et cet échange en 1972, récupéré dans les documents internes de l'industrie du tabac, le décrit très bien. L'industrie du tabac se base sur la conception, la fabrication, la vente de doses de nicotine emballées de façon attirante. Et ces doses de nicotine doivent être administrées en shoot au cerveau du fumeur pour transformer un adolescent testeur en adulte client quotidien à vie. Donc ces nouveaux produits reprennent en fait les mécanismes et les propriétés des cigarettes électroniques de nouvelle génération, comme la Juul, qui disposent d'atomiseurs plus puissants, qui permettent une diffusion plus rapide de la nicotine, comparable au shoot nicotinique obtenu avec une cigarette conventionnelle. Si on s'appuie sur l'étude de Jacobson, on pourrait même dire que le shoot de nicotine administré par les cigarettes électroniques de dernière génération est même plus efficace que la cigarette conventionnelle. L'objectif est donc bien de maintenir la dépendance nicotinique chez le fumeur, qui voudrait changer de produit pour une réduction de risque, mais surtout de recruter une nouvelle génération. Donc attention à ces produits qui n'amélioreront ni ce qu'on devrait appeler par son nom une nicotinomanie, ni le recrutement de la nouvelle génération qui risque de tomber dans ce piège avec des produits qui, il faut le dire, sont très très beaux, très designés et très séduisants. Alors, on ne réduira pas le risque de dépendance. Est-ce qu'on réduit le risque pour la santé? Non, on va faire comme avec les filtres, comme avec les cigarettes légères, on va modifier le risque. IQOS, par exemple, a un profil cancérigène qui est différent, 3 fois plus d'acénaphthène, donc on n'aura plus de carcinome épidermoïde ou d'adénocarcinome, on aura d'autres types de cancers. Et ça, c'est ce qui attend nos enfants. Là, la génération dite sans tabac, née à partir de 2014, le piège pour eux, ce sont ces produits-là. Alors, Nouvelle-Aquitaine, vous êtes plutôt des bons élèves, donc je peux parler, moi, voilà, j'ai la chance de travailler là où il y a le plus de travail, puisqu'en Occitanie, on est vraiment tout au fond de la classe. Et je rappellerai juste très simplement, on l'a encore dit au dernier congrès de la Société francophone de tabacologie, que la majorité des fumeurs aujourd'hui au niveau national ne reçoivent pas des soins conformes aux données acquises de la science, comme pourtant nous l'impose le Code de santé publique, la loi du 4 mars 2002. Les fumeurs ne reçoivent pas les soins les plus appropriés, ne bénéficient pas des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui sont les plus sûres. Le congrès l'a bien montré, très peu de fumeurs reçoivent des substituts nicotiniques conformément aux recommandations des experts de la Haute Autorité de Santé, combinaison de forme orale au patch, association de patch lorsque c'est nécessaire. On est face à une nicotinophobie sociale et également parmi les prescripteurs qui fait qu'on a de mauvais résultats et qu'on laisse la place à ces produits sur le marché. On pourra échanger un petit peu là-dessus sur les questions, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Voilà, beaucoup de travail à faire en termes d'éducation thérapeutique chez les fumeurs aussi qui comprennent très mal l'action de la nicotine et des substituts nicotiniques, d'où le poster qu'on avait présenté et l'éditorial dans la presse médicale. Donc, juste pour partager entre pairs, en Occitanie, on a mis en place ce programme d'éducation thérapeutique et je le dis souvent, on a fait rien d'autre qu'appliquer les recommandations d'experts de la Haute Autorité de Santé qui, depuis 2008, assimile le tabagisme à une maladie chronique du cerveau qui implique le système de la récompense, dans lequel l'éducation thérapeutique doit avoir une place prépondérante. Et l'objectif de ces programmes d'éducation thérapeutique dédiés aux patients fumeurs est de les aider à acquérir ou à maintenir des compétences d'auto-soin pour gérer leur tabagisme, voilà, de façon à ce qu'ils sachent gérer leur substitution nicotinique pour non seulement arrêter de fumer, mais sereinement et éviter la rechute. Donc, on pourra discuter, si vous voulez, de l'expérience au sein du programme STEP en Occitanie. Alors, est-ce qu'au moins ces produits, s'ils ne résolvent pas le problème de la dépendance ou du risque sanitaire, vont s'accompagner d'un impact environnemental favorable? Alors, pas vraiment, puisque l'IQOS, qui est quand même le leader sur le marché de Marlboro, de Philip Morris, contient également des filtres. Vous voyez sur cette image ici les filtres IQOS. Alors, bien sûr, en termes de marketing, Philip Morris joue la carte du développement durable et met en avant l'utilisation de PLA. Le PLA, c'est un polymère qui est d'origine naturelle, qui peut être compostable dans certaines conditions, mais des conditions de compost industriel. Donc, si on le jette dans le caniveau, dans la rue, c'est pas du tout le même effet. Et puis, c'est surtout de la communication, puisqu'il y a toujours de l'acétate de cellulose dans ces filtres. Quelle que soit la composition du filtre, on revient toujours à la problématique de ce qu'il va y avoir après utilisation et l'IQOS relarguant par pyrolyse de l'acroléine, du formaldéhyde, du benzaldéhyde, de la sénaphthène. Tous ces produits qu'on va retrouver dans le filtre vont, une fois jetés par terre, à nouveau être dilués dans les eaux de pluie et contaminer les milieux.
Donc, on n'a pas vraiment de bénéfices et d'impact positif à attendre de ces nouveaux produits sur l'impact environnemental. L'impact de l'industrie du tabac ne se réduit malheureusement pas à la seule problématique du mégot. Vous savez que la majorité de la consommation de cigarettes a lieu dans les pays développés, mais l'immense majorité de la production est concentrée dans les pays en développement. Ce qui avait été bien mis en lumière par le rapport de l'Organisation mondiale de la santé en 2017. Donc, il est important aussi de communiquer sur la réalité d'une industrie qui exploite des dizaines de milliers d'enfants dans les champs de tabac. L'ONG Human Rights Watch avait recensé plus de 80 000 enfants travaillant dans les champs de tabac au Malawi, avec des enfants qui sont donc finalement condamnés à la misère, qui sont déscolarisés. Donc on est tous sauf dans des entreprises responsables et équitables. On rappellera que ces enfants qui souvent cueillent les feuilles de tabac à main nue sont exposés à des quantités de nicotine équivalentes à peu près à 50 cigarettes par jour. Donc, on peut quand même s'interroger sur les conséquences au niveau du développement cérébral et neurologique chez ces enfants qui sont exposés très jeunes à de très, très fortes quantités de nicotine. Alors, le docteur Hopkinson disait que les fumeurs du monde industrialisé brûlaient littéralement, métaphoriquement, les ressources des pays les plus pauvres. C'est quelque chose dont il faut prendre conscience à une époque où la société réfléchit à son mode de consommation, à réduire son impact sur l'environnement et sur les populations les plus nécessiteuses. Il faut rappeler que 200 000 hectares de forêts primaires disparaissent chaque année pour cultiver le tabac et les plants de tabac épuisant les sols, il est nécessaire chaque année de déboiser de nouveaux espaces pour cultiver ailleurs du tabac, le temps que la première zone reste en jachère. L'autre source de déforestation massive, c'est le séchage du tabac avant d'exporter le tabac vers les pays industrialisés. Il faut à peu près 20 kg de bois pour sécher 1 kg de tabac. Le séchage constitue donc une source de déforestation massive avec plus de 11 millions de tonnes de bois qui partent en fumée chaque année, juste pour que le tabac qui est cultivé dans ces pays en développement soit préparé et exporté vers les pays développés qui vont le consommer. L'exemple le plus caricatural, c'est celui du Malawi, un pays d'Afrique australe qui compte finalement assez peu d'agriculteurs qui cultivent le tabac. Seulement 3% des agriculteurs cultivent le tabac. Mais à eux seuls, ils sont responsables de 80% de la déforestation du pays. C'est donc vraiment une culture qui est extrêmement déforestante et qui condamne les populations locales à un cercle de dépendance vis-à-vis de ces industriels. Si on se concentre uniquement sur la déforestation qui est liée non pas à la culture, non pas au séchage, mais juste à la quantité de papier nécessaire pour faire les cigarettes et les paquets de cigarettes, donc uniquement pour les cigarettes et paquets de cigarettes, il faut un arbre pour une cartouche et demie. Ça veut dire que chaque fumeuse français, si on reste sur la moyenne qui est de 12 cigarettes par jour, pour fabriquer le nombre de cigarettes qu'il va fumer et les paquets de cigarettes en une année, ça représente 15 arbres abattus. Donc, si on partait du principe qu'on reste avec cette consommation de tabac et qu'on va essayer d'équilibrer en compensant, en replantant des arbres, pour compenser la déforestation qui est liée uniquement au papier pour les cigarettes et les paquets de cigarettes, encore une fois, je ne tiens pas compte de tout ce qui est en amont, il faudrait que chaque année en France, nous replantions 150 millions d'arbres. Donc, comprenez que c'est difficile à équilibrer et que le levier que l'on a, c'est essentiellement de réduire la consommation de cigarettes. Bien sûr, avec tout ce bois brûlé et qui part en fumée, il y a énormément de relargage de gaz à effet de serre. Et là aussi, je crois qu'il est important dans le contexte actuel de changement climatique de rappeler que, bien sûr, elle n'est pas la seule, mais que l'industrie du tabac participe à un très haut niveau à la production de gaz à effet de serre, puisque l'industrie du tabac est responsable de l'émission chaque année de 84 millions de tonnes de CO2. C'est donc en termes d'équivalence, si on essaie de parler de quelque chose qui nous parle de vol, par exemple transatlantique, l'industrie du tabac émet autant de CO2 que 1400 vols Paris-New York aller-retour par jour. Donc on est forcément amené à s'interroger sur la consommation de ce produit en termes d'impact environnemental. Alors je ne m'étendrai pas trop sur les événements de l'été, hein, ça je change chaque année les faits divers, mais chaque année, on a des faits divers malheureux avec un mégot jeté sur le bord d'une autoroute et qui aboutit à des centaines d'hectares qui partent en fumée, en général dans des réserves naturelles. Je crois qu'il est quand même important de rappeler des choses qu'on pense acquises souvent, parce qu'on se dit, tout le monde a la notion du risque lié au tabagisme. Il y a encore beaucoup de
de minorisation du danger. Et peut-être en faisant l'association avec la pollution, ça peut parler. Il faut rappeler qu'une seule cigarette, en se consumant, émet plus de monoxyde de carbone que le seuil alerte pollution des grandes villes, et qu'en termes de production de particules fines, la fumée d'une seule cigarette contient autant de particules fines que ce qu'émettent 10 voitures diesel qui tournent au ralenti pendant 30 minutes. Donc ça, c'est des messages qui peuvent amener, on le voit en pratique clinique, le consommateur à s'interroger, parce que finalement, quand on est consommateur, une pause cigarette, c'est quoi? C'est 5-7 minutes, c'est rien du tout. Ça paraît totalement hallucinant d'être exposé à des quantités de toxiques aussi importantes, alors que souvent on focalise dans les médias sur la pollution, ce qui est une réalité, mais peut-être mettre les deux en face, c'est une bonne idée. Et je terminerai, je suis peut-être allé un petit peu vite, je m'en excuse, on pourra revenir peut-être sur les questions, sur le fait que ces populations dans les pays en développement qui cultivent le tabac, un argument peut être des fois de dire, bah oui, mais l'économie du pays repose sur cette industrie du tabac. Que faire si on réduit le marché et qu'on les prive de cette ressource? Alors, c'est un mauvais réflexe puisqu'il faut rappeler que si on utilisait les surfaces agraires qui aujourd'hui sont dédiées à la culture du tabac, avec la même surface de culture, on pourrait, avec 10 fois moins d'eau, produire 6 fois plus de tonnes de tomates et 19 fois plus de tonnes de pommes de terre. Donc, cette industrie du tabac condamne les populations à la misère, alors que si on les accompagnait vers une agriculture nourricière, ça pourrait permettre de subvenir aux besoins alimentaires de plus de 10 millions de personnes dans le monde. Finalement, ce que je voulais partager, je suis peut-être allé un peu vite, je m'en excuse, c'est d'abord le message que le tabagisme n'est pas une fatalité, que peut-être quand on parle de dénormalisation, il faudrait encore communiquer sur le fait que le tabagisme est une maladie, que ce n'est pas qu'une mauvaise habitude ou un mauvais comportement dont le fumeur serait responsable ou coupable, que le tabagisme est une maladie qui soigne très bien, mais on voit dans les faits que les traitements dont on dispose sont souvent peu utilisés, que les fumeurs y ont peu recours, que les personnes formées sont peu nombreuses et que les prescriptions sont rarement en accord avec les recommandations de pratique de la Haute Autorité de Santé. Et pour les plus jeunes, pour leur éviter de tomber dans le piège tendu par l'industrie du tabac, notamment avec ces nouveaux produits qui, il faut le concéder, sont extrêmement séduisants, d'autant plus qu'ils vont être amenés avec ce même marketing de réduction de risque, leur permettre de s'interroger sur le choix de consommation d'un produit qui appartient à une industrie dont les fondements sont incompatibles avec le projet de société qui est le leur, quand je parle de la nouvelle génération, qui est une société plus respectueuse de la nature et plus juste pour les hommes. Voilà, je voudrais en finir avec juste une petite pensée pour l'homme qui avait inspiré la philosophie de mon livre Tobacco Libris, voilà, Pierre Rabhi, qui nous a quittés ce week-end. Et je reste disponible pour vos questions. Merci.